Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Cette semaine, pour les reportages, j'ai rencontré l'agente aux communications des amputés de guerre pour parler du 100e anniversaire de l'association. Ensuite, nous allons vous présenter une randonnée au flambeau qui avait lieu au Marais du Nord. Et finalement, pour la relâche, nous avons participé à une activité organisée par la Fondation Cité Joie. Bonne émission! C'est cette année que l'Association des amputés de guerre célèbre son 100e anniversaire et pour l'occasion, nous rencontrons leur agente aux communications, Cynthia Amel Gamache, originaire de Charlebourg, pour discuter des différentes activités organisées durant toute l'année. Cynthia Amel Gamache, tu es représentante aux communications pour les amputés de guerre, une association qui vient en aide aux gens qui ont besoin de prothèses, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Tu as vécu une histoire avec les amputés de guerre. À ta naissance, tu as eu besoin d'avoir des prothèses. Explique-nous un peu comment ça s'est déroulé. Mais en fait, moi, je suis née avec une malformation congénitale à la jambe droite ainsi qu'au pied gauche. Donc, on a procédé à l'amputation quand j'étais plus jeune. J'ai été appareillée depuis mon plus jeune âge. Donc, j'ai appris à marcher avec des prothèses. Puis c'est à ce moment-là aussi que mes parents ont décidé de m'inscrire au programme pour enfants amputés les vainqueurs, vraiment pour voir qu'est-ce qui s'en venait pour l'avenir pour moi, comment j'allais me débrouiller. Puis ça les a beaucoup aidés à voir que l'amputation ne m'arrêterait pas, puis que moi, je suis une personne avant tout, puis que l'amputation fait partie de moi, en fait. Parle-nous un peu de comment ça fonctionne. On a besoin évidemment de nouvelles prothèses à une base assez régulière, surtout quand on est enfant. Comment les amputés de guerre vous encadrent? Est-ce qu'il y a un soutien du gouvernement qui est fait d'une part ou d'une autre? Oui, en effet. Le gouvernement paye la prothèse de base, on pourrait dire, qui est considérée comme la prothèse de marche, souvent dans mon cas pour les amputés de la jambe, mais il ne paye pas ce qui est considéré comme, on pourrait dire, un surplus, donc les prothèses de natation, qui peut être vraiment utile dans la vie de tous les jours pour pouvoir aller prendre une douche, par exemple. Donc, toutes les prothèses qui sont considérées comme étant pas nécessaires à la vie courante ne sont pas défrayées. Par la suite, c'est certain qu'on a des manchons de silicone aussi, là, qui au bout d'un certain temps, s'il y en a quelques-uns qui sont défrayés par le gouvernement, mais si on dépasse, là, à ce moment-là, c'est les amputés de guerre qui viennent nous aider. Donc, les amputés de guerre viennent vraiment nous aider à défrayer plusieurs types de prothèses qui viennent nous aider dans notre vie quotidienne. Tu as grandi à Charlebourg avec d'autres enfants qui ne vivaient pas nécessairement les mêmes problématiques que toi. Est-ce que les amputés de guerre t'ont permis de trouver des amis ou des jeunes qui vivaient la même chose que toi? Oui, en effet, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient le même âge que moi, qui vivaient avec une amputation au jour le jour, mais j'ai vu des mentors aussi, des personnes qui sont plus vieilles. Je me suis rendu compte que ça ne les arrêtait pas. Il y avait une famille, des enfants, ils ont une vie professionnelle active. Donc, je me suis rendu compte que mon amputation là, n'arrêterait pas mon développement en tant qu'individu. On sait que les amputés de guerre fêtent cette année leur 100e anniversaire. Si on remonte dans le temps, comment ça a commencé, cette association-là? Donc, vraiment, l'association s'est créée en 1918. Au retour de la Première Guerre mondiale, les anciens combattants amputés ont décidé de se réunir ensemble pour créer l'Association des amputés de guerre, parler d'amputation, mais aussi passer aux différentes étapes qui allaient subvenir avec le retour à la vie civile. Puis en 1939 à 1945, les anciens combattants amputés de la Deuxième Guerre mondiale sont revenus. Puis en 1946, c'est à ce moment-là que le service des plaques porte-clés a été créé pour vraiment donner un emploi aux anciens combattants amputés, mais aussi créer un service utile aux Canadiens. Puis par la suite, dans les années 70, les anciens combattants se sont rendus compte que ce n'est pas seulement eux qui vivaient l'amputation, mais aussi beaucoup de Canadiens. Donc, on a vraiment créé deux programmes distincts, un pour enfants puis un pour adultes. Le programme pour enfants qui est plus communément appelé les vainqueurs. Ils ont vraiment séparé les deux programmes ensemble parce qu'ils se sont dit les enfants changent plus souvent de prothèses, donc il y a des besoins plus spécifiques. Donc, vraiment séparer les deux programmes. Comment l'Association des amputés de guerre fait pour récolter un maximum de dons pour venir en aide à un maximum de Canadiens? Mais en fait, l'Association des amputés de guerre, il faut spécifier que ce n'est pas un organisme qui est subventionné par le gouvernement, donc on ne vit que par les dons du public. Le service des plaques porte-clés est gratuit à la base, donc les gens donnent un don sur base volontaire. Puis nous, ça nous permet de défrayer nos différents séminaires, de vraiment payer les prothèses pour les jeunes et les adultes, ainsi qu'aussi les vétérans. On les aide toujours encore aujourd'hui. Donc vraiment, c'est grâce à ça qu'on réussit à offrir tous nos services. Le 100e anniversaire va évidemment être souligné. Il a déjà été fait un peu dans les dernières semaines et pour les mois à venir, on a aussi des activités qui sont organisées. Parle-nous un peu de ce qui a été fait, entre autres par Poste Canada pour vous. Oui, mais Poste Canada nous a fait l'honneur de faire une enveloppe commémorative aux couleurs de l'Association des amputés de guerre qui est en vente dans les différents bureaux de poste. Vous pouvez vous en procurer. Il y a une petite histoire aussi, le petit historique de l'Association des amputés de guerre qui est à l'arrière de l'enveloppe. C'est vraiment une enveloppe de collection.
Sinon, si vous êtes dans les environs de l'Ontario, à Ottawa, on a une exposition au Musée de la guerre qui traite au sujet des amputés de guerre. On a plusieurs choses qui s'en viennent tout au cours de l'année. Donc, moi, ce que je suggère aux gens plutôt, c'est d'aller sur notre page Facebook pour voir nos différentes activités au cours de 2018. Si une entreprise veut vous soutenir ou encore simplement une famille qui aimerait venir en aide à l'Association des amputés de guerre, comment on fait pour donner nos dons? Mais en fait, il y a trois façons même. Vous pouvez envoyer un chèque. Sinon, vous pouvez appeler au 1-800-250-3030. Nous, ça va vous faire plaisir de vous envoyer des plaques porte-clés ou même de prendre vos dons. Sinon, il y a aussi le site web qui est le www.amputé.ca. Vous avez un formulaire en ligne très, très simple que vous pouvez remplir. Aujourd'hui, on est à l'endroit où on crée tes prothèses. Est-ce que ça fait de nombreuses années que tu passes par ici? Oui, bien entendu. En fait, mon prothésiste puis moi, on travaille de concert pour pouvoir m'aider dans mes différents appareillages. Donc, je pense que c'est un travail qui est toujours à continuer puisque les besoins changent. Donc, oui, je viens souvent ici pour pouvoir faire mes prothèses ou même les réparer parce que c'est quand même de la mécanique. Donc, parfois, certaines pièces s'usent. Donc, faut les réparer à ce moment-ci. Comment vous faites pour justement répondre aux besoins correctement puis vous assurer que c'est confortable? Est-ce que ça demande plusieurs rencontres? À la base, oui, il peut y avoir plusieurs rencontres, effectivement. À la base, on vérifie quel est le niveau fonctionnel de la personne puis à quoi la personne doit s'attendre aussi. Et suite à ça, bien, on va fabriquer la prothèse en fonction de tout ça. Il y a des prises de mesure, essayage d'une prothèse avant la finition de la prothèse. Il peut y avoir plusieurs essayages avant la finition et la livraison de la prothèse. Quel genre de prothèses vous créez? Est-ce que vous les réalisez pour différents besoins, que ce soit pour réaliser un sport ou encore simplement prendre sa douche? Il y a des prothèses qui sont fabriquées pour les activités de la vie quotidienne parce que les clients ils ont plus ou moins le même niveau d'activité. Il y en a qui sont pas du tout... il y a des personnes qui sont pas du tout actives, il y a d'autres personnes qui vont être plus actives. Souvent, les personnes plus actives vont nous demander des prothèses plus dynamiques, plus performantes pour pratiquer le sport qu'ils veulent pratiquer. Vous avez un travail très technique, mais j'imagine que ça vient avec un côté très émotionnel aussi parce que vous devez rencontrer des gens qui voient l'amputation peut-être d'une façon négative. Comment vous gérez tout ça? Je dirais que la grosse majorité des clients qui font affaire avec nous, c'est des clients qui ont passé outre, généralement, les premières étapes de la vie après une amputation. Donc, c'est des gens qui apprécient ce qu'on fait, puis qui, généralement, qui sont de bonne humeur, puis ils connaissent nos capacités, et ils savent ce qu'on peut faire puis ce qu'on peut pas faire. Donc, les gens respectent vraiment beaucoup ça, puis ils apprécient le travail qu'on fait en prothèse. On connaît peu les endroits qui offrent des services comme vous les offrez. Si on veut venir vous voir pour simplement avoir des orthèses, c'est aussi possible d'avoir des consultations avec vos spécialistes? Les gens viennent nous consulter. À la base, nous, on répond aux prescriptions médicales. Donc, les gens voient le médecin, généraliste ou spécialiste, et le médecin fait une recommandation médicale, une prescription, puis nous, on fabrique selon la recommandation médicale du médecin. Quand il s'agit de réparation ou d'entretien, la personne n'a pas besoin d'avoir un papier médical, là. Mais à la base, pour le premier appareil, soit en orthèse ou en prothèse, c'est préférable d'avoir la prescription médicale. Si vous voulez en savoir davantage sur le programme de l'Association des amputés de guerre, je vous invite à vous rendre sur leur site Internet. Vous trouverez aussi les informations pour faire des dons et aussi sur toutes les activités du 100e anniversaire. Ce soir, nous sommes au Marais du Nord pour participer à une activité bien populaire, la randonnée au flambeau. Nous allons marcher pendant 2 kilomètres à l'aide d'une guide qui va nous donner quelques explications sur la faune et la flore que l'on retrouve au Marais du Nord. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est les Marais du Nord pour ceux qui ne sont pas encore allés dans ces magnifiques sentiers?
Bien, les Marais du Nord, en fait, c'est une réserve naturelle en milieu privé. Dans le fond, c'est l'APEL, l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord, qui s'en occupe, donc qui gère l'ensemble des sentiers. C'est vraiment un endroit où on a 8 km de sentiers à parcourir, été comme hiver. On a plusieurs activités thématiques qu'on donne autant là, au printemps que pendant l'été. Donc, c'est très agréable de venir. C'est surtout un site très familial. C'est sûr que nous, on demande un coût d'entrée, en fait, parce que ça nous permet là, de nous subventionner en même temps et tout. Donc, oui, il y a un petit coût d'entrée, mais c'est vraiment pas dispendieux. Pour un adulte, là, c'est 5 $. Puis, tu sais, ça peut varier entre 0 et 5 $, là, dépendamment de l'âge, si c'est un étudiant, un aîné et tout. Ce soir, on est présent parce que se tient une activité qui est bien populaire, une randonnée au flambeau. Expliquez-moi un peu le concept, comment vous êtes arrivé à ça. Est-ce que c'est la première année que vous le testez? Non, c'est pas la première année. Ça fait quelques années qu'on le fait, la marche au flambeau, en fait. On veut faire ça parce que ça permet de mettre en valeur les Marais du Nord d'une autre façon. Ça permet vraiment de la voir de nuit parce que les Marais du Nord, les gens viennent marcher habituellement de jour. C'est ouvert plus tôt de jour, ça ferme souvent autour de 4-5 heures, les Marais du Nord. Et là, on veut vraiment mettre en valeur les marais la nuit, permettre aux gens de venir marcher avec des flambeaux, donner vraiment une ambiance plus féerique aux Marais du Nord. Qu'est-ce qu'on peut voir durant le jour pour ce qui est de la faune? Je sais qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans les sentiers. Est-ce que ça fait partie de l'expérience des Marais du Nord? Les animaux qu'on va observer beaucoup quand on vient marcher de jour, là, ça va être l'écureuil roux, la mésange à tête noire, la citelle à poitrine rousse. On va voir beaucoup de tamias rayés. Ça peut arriver aussi qu'on va voir des canards, des marmottes parfois, l'été des castors parfois aussi. Donc, puis des rats musqués aussi. C'est surtout les animaux qu'on va observer, là. Parlez-moi de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. On a une prochaine activité suite à la marche au flambeau. Au mois d'avril, on a Chouette la nuit qui va se donner le 6 avril. Par contre, l'activité est déjà complète. Nos activités, dans le fond, il faut réserver à l'avance. On a un maximum de 20 personnes qui peuvent venir à l'activité. Donc, il y a cette activité-là. Ensuite de ça, au mois de mai, on va avoir une corvée de nettoyage des Marais du Nord. Donc, on invite les citoyens à venir mettre la main à la pâte le 5 mai pour venir nous aider à nettoyer l'ensemble des sentiers. Ensuite de ça, on va avoir des activités sur Faites la cour aux grenouilles. Le 17-18 mai, on a une autre activité sur l'ornithologie. Ensuite de ça, on a au mois de juillet des randonnées en Rabasca tous les vendredis du mois de juillet, mais au coucher du soleil. Puis au mois d'août, ça va être 2 jours. On a aussi des randonnées en Rabasca. Puis au mois de septembre, on a un petit kiosque qui va être installé pour voir. Il y a un biologiste qui va nous parler de la vie qu'on peut observer dans les marais. Si on veut justement s'informer sur qu'est-ce qui s'en vient, voir le calendrier puis réserver, comment on fait? Bien, en fait, on peut accéder sur notre site Internet des Marais du Nord. On a l'ensemble des activités thématiques, puis on peut réserver directement en ligne. Puis aussi, on peut appeler là, pour se renseigner puis réserver par téléphone aussi. Super, bien merci beaucoup Marie-Christine. Merci. Parle-moi un peu de ta formation. Qu'est-ce qui t'a amené à être guide pour des soirées comme celle-ci? Donc, moi, je suis étudiante en bioécologie au Cégep de Sainte-Foy. J'avais déjà travaillé 1 an à la rivière Saint-Charles, donc je connaissais quand même très bien les sentiers. C'est pas la première fois non plus que je viens au Marais du Nord. Je suis quand même déjà venue à quelques reprises, donc je connaissais quand même bien les sentiers. La communication, puis l'interprétation, la vulgarisation scientifique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, quand j'avais vu le poste pour la Société de la rivière Saint-Charles, puisque je travaille pour la Société de la rivière Saint-Charles, j'ai tout de suite appliqué dessus, puis ça a été un coup de foudre, là. À quoi on peut s'attendre à quelques minutes avant de débuter cette belle marche au flambeau? Donc, ce soir, on va marcher environ 1 kilomètre, aller-retour. Je vais faire des chroniques d'interprétation sur ce qu'on peut trouver, faune, flore, les milieux humides, qu'est-ce que ça représente au Marais du Nord. Puis c'est ça, je vais laisser les gens poser des questions. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Puis c'est ça, j'espère faire découvrir des nouvelles choses aux gens qui viennent ici visiter.
comment les gens se sentent après avoir fait cette randonnée-là? Bien, je crois que les gens apprécient vraiment, surtout que vers la fin de la randonnée, je leur réserve souvent une petite surprise. Puis ça, vous verrez à la fin de la randonnée ce soir. Mais c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient, je crois, parce qu'ils découvrent des choses. Je parle de sujets qui les intéressent. Puis si c'est des choses de nouvelles, j'essaie de les rendre les plus accessibles possible. Le rythme de marche est quand même accessible aussi pour les enfants, par exemple. Puis c'est une belle sortie à faire pour les jeunes familles. On parle aussi d'une activité qui est accessible pour les familles, donc pour les enfants. Est-ce que tu leur prépares des flambeaux à eux aussi? Donc, moi, j'ai une lanterne spéciale pour eux parce que les flambeaux, c'est un peu dangereux pour les enfants. On parle de feu, on parle d'huile. Mais à part de ça, pour les enfants, j'essaie de leur poser des questions le plus possible. C'est quoi qu'il y a comme faune ici au Marais du Nord? Puis ça, c'est des choses qui les intéressent vraiment. Quand ils participent pas, j'essaie de leur mettre un peu de joie dans la face. Qu'est-ce que tu as remarqué d'ici? Qu'est-ce qui fait que tu aimes l'endroit? Moi, je pense que les Marais du Nord, c'est un milieu très diversifié parce qu'à chaque saison dans l'année, il y a quelque chose de différent. Par exemple, là, le printemps arrive bientôt, les canards vont arriver, puis ça peut être vraiment impressionnant. Les huards vont arriver, ils vont nicher, ils vont avoir des bébés. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Les sentiers sont très bien aménagés. Il y a des passerelles, il y a de la construction, puis des nouveaux chantiers, puis ça, c'est magique, là. Bien, merci beaucoup, Audrey. J'ai hâte de vivre l'expérience, d'entendre tes quelques rubriques durant la randonnée. Puis je te laisse te préparer. Hey, super, merci. Bonne soirée. On vient ici pour se laisser surprendre. Donc, une belle activité pour la relâche avec les enfants. Il fait beau. Profitez du site qu'on connaît bien de jour, mais de soir, ça va être tout nouveau. Est-ce qu'il y a des grenouilles ici? Oui. Il y a quoi d'autre? Des renards. Des renards? Comment vous avez entendu parler de l'activité? Je suis membre de l'association ici. Et puis, j'ai reçu un courriel. Et puis, j'ai dit, on va essayer ça. Est-ce que ça t'a impressionné de savoir qu'il y avait autant d'espèces au Marais du Nord? Est-ce que tu t'attendais à ça? Non. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Quel animal tu croyais pas qu'il était ici? Les loutres. Si jamais ta famille te proposait de refaire l'activité, est-ce que tu dirais oui? Oui. C'est sûr, hein? C'était vraiment le fun? Oui. Bien, le jour, on aime beaucoup venir parce que pour les enfants, on peut marcher facilement. Tu sais, c'est pas un trop gros défi pour les enfants. Qu'est-ce que vous pensez de l'endroit? Moi, je trouve ça absolument formidable. Je suis un peu ornithologue, j'aime la place. Et puis, en canot aussi, dans les marais, c'est formidable. C'est vraiment un bel endroit. La randonnée au flambeau a été une belle réussite. Chapeau à notre guide Audrey qui a pu nous apprendre de nombreuses choses durant la randonnée. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Internet des Marais du Nord pour voir toutes les activités à venir et réserver d'avance puisque les places sont limitées. Question d'offrir un répit aux parents, la Fondation Cité Joie organise à différents moments durant l'année des activités pour offrir ce répit. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de relâche, nous participons à cette activité qui permettra aux jeunes de faire différentes activités sportives et même de manger un repas de cabane à sucre. La mission principale, c'est de permettre à des personnes handicapées de profiter de l'environnement naturel pour participer à un ensemble d'activités récréatives. Le volet qui est en parallèle avec ça, c'est bien sûr le volet répit, le service de soutien à la famille. Nous, l'idée, c'est de permettre aux parents d'avoir quelques moments de répit durant toute l'année, selon leurs besoins, l'automne, l'hiver, l'été, et d'avoir une formule de répit animée qui fait en sorte que la personne qui nous confie est en mesure de pratiquer différentes activités récréatives, que ce soit culturelles, sportives et de plein air. Il faut combien d'employés? Sur quelle personne vous comptez? Avez-vous besoin de supports différents? Oui, on est une douzaine de permanents. À ça se joint une équipe d'étudiants, une 60 à 75 personnes qu'on engage selon leur disponibilité. Et en fait, la structure de base de l'accueil à Cité Joie est autour des étudiants. Ce qui fait qu'on est continuellement à la recherche de nouveaux étudiants. Et actuellement, entre autres, on est en pleine période de recrutement pour la période estivale. Et si des gens de notre région ou de notre communauté désirent vivre une expérience qui va changer leur vie, bien, c'est à Cité Joie qu'il faut appeler pour la période estivale. Ça revient à combien monétairement quand on veut envoyer un enfant ici? Est-ce que des fois, vous organisez des activités pour une journée seulement ou...
On essaie d'être le plus diversifié dans notre offre. Les coûts varient entre 65 et 75 $ par jour, qui correspond environ à uniquement 50 de ce que ça nous coûte à Cité Joie. Donc, c'est pour ça que durant toute l'année, il y a plusieurs activités de financement qui sont organisées dans le but de récupérer le 50 qui n'est pas chargé à l'usager. Selon vous, pourquoi les jeunes ont envie de revenir à Cité Joie? Cité Joie, il faut le dire, on est un environnement unique. Les gens qui regardent un peu la morphologie du site, on est au cœur de montagne, on a un lac, on a des sentiers. C'est un concept où on peut vraiment pratiquer un ensemble d'activités où les jeunes qu'on accueille, les vacanciers qu'on accueille, se retrouvent aussi entre amis. Donc, pour eux autres, Cité Joie, c'est des vacances. Quand on vient à Cité Joie, on s'amuse. Puis avec un nom comme Cité Joie, ben, on n'a pas le choix de faire en sorte que nos vacanciers s'amusent. Si on a envie de devenir animateur ou encore de s'impliquer de quelconque façon pour Cité Joie, comment on procède? Bien, c'est possible de faire parvenir notre CV emploi@citéjoie.com. Ça, c'est un moyen. Un moyen aussi d'appeler Hélène Gaucher, qui est notre directrice des opérations, pour en discuter. Et il y a aussi moyen de vivre une journée la fin de semaine, de venir nous voir, passer une journée avec notre équipe d'animation, passer la journée avec les usagers, regarder comment ça fonctionne, se donner le goût. Bien, merci beaucoup, non seulement pour votre implication, mais pour cette belle entrevue. Bien, ça m'a fait plaisir. C'est possible de réserver un espace à Cité Joie pour un groupe, quel qu'il soit? Oui, notre clientèle prioritaire, c'est sûr que c'est priorisé là, tout l'été, c'est notre clientèle prioritaire et les fins de semaine. En semaine, on veut vraiment attirer les écoles. On veut que les écoles sortent, viennent vivre le plein air ici, là, à Cité Joie, en classe nature, en classe rouge, en classe verte. On peut aussi, il y a les maisons des jeunes qui peuvent venir passer des activités sportives, travail, loisirs, les entreprises, tout le monde est bienvenu. Puis, ce qui est particulier, c'est que nous, on adapte vraiment les forfaits là, selon là, les besoins, les demandes là, des différents groupes. Pour être soutenu financièrement, comment on peut vous aider ou quelles actions vous posez, vous, pour ramasser des sous? Bien, en fait, quand les gens viennent ici, là, que ce soit pour la cabane à sucre, que ce soit pour venir vivre des activités de plein air, des repas, les coûts qui sont chargés, bien, c'est remis dans un fonds qui va servir à financer là, les programmes pour notre clientèle prioritaire. Donc, tout le monde devient des donateurs là, en venant ici là, nous encourager là, à Cité Joie. Est-ce que c'est possible de juste venir faire une journée découverte ou de participer à une activité simple? Oui, en fait, tous les nouveaux clients, on les rencontre là, une première fois, là, le parent et l'enfant. Et par la suite, il y a des répits qui peuvent se faire à la journée seulement. Ils peuvent arriver le matin et repartir là, vers 4 heures. Ils peuvent coucher seulement un soir ou ils peuvent vivre aussi tout de suite un répit là, de 2 jours. Donc, encore là, on adapte vraiment là, tous nos forfaits. Là. Parlez-moi un peu du concept, de qu'est-ce que vous offrez aux gens qui aimeraient venir visiter votre cabane. Ouais, nous, la façon que le programme a été conçu, c'est que la cabane à sucre devenait un moyen de financement. Les gens qui viennent à la cabane à sucre, c'est un programme qui permet de prendre cet argent-là puis la mettre dans le fonds de soutien de Cité Joie. Fait que toute l'activité est un moyen de financement au grand complet. Pourquoi on devrait venir à Cité Joie en loisir avec notre famille? Bien, Cité Joie, c'est un site qui est très bien adapté pour les personnes handicapées, mais aussi qui offre aux gens une multitude d'activités, un super site, puis un côté rustique. On a essayé de garder un côté un peu ancestral, antique. On a ramené le tracteur pour ramener les gens. Il y a un petit peu de boîte dans le chemin. On a encore quelques chaudières à ramasser. La cabane est tout petite. On voit l'évaporateur. C'est vraiment quelque chose qui nous replonge là, dans les anciennes valeurs, des traditions. Puis on trouvait ça bien important. Des petits groupes dans une ambiance bien chaleureuse. Là, tu es en semaine de relâche, puis tu vas passer la semaine à Cité Joie pour faire quoi? La cabane à sucre. C'est quoi ton rôle ici? T'aides ton papa à s'occuper des vacanciers? Oui. Est-ce que quand tu vas être grand, t'aimerais ça être un animateur à Cité Joie? Oui. Pourquoi? Parce que je suis mon rêve depuis...
Bébé. C'est ton rêve depuis que tu es bébé. Qu'est-ce que tu aimes ici? Est-ce que c'est le fait qu'il y a des grands espaces, qu'on puisse jouer à l'extérieur ou... C'est d'aller jouer à l'extérieur. Parle-moi un peu des défis que comporte ton emploi présentement. Ben, c'est sûr que c'est difficile, genre physiquement, oui, mais aussi comme mentalement, si je peux dire, parce que voir toute la clientèle, c'est vraiment difficile, ça en demande beaucoup. Mais juste voir l'ambiance sur le camp, puis voir le bien que ça apporte aux vacanciers, je pense que ça compense vraiment, genre, tout ça. Comment tu convaincrais des gens qui sont peut-être intéressés par l'expérience à finalement foncer dans le défi puis devenir animateur pour Cité Joie? Ben juste de pas avoir peur, parce que une fois qu'on est dedans, ça va, c'est juste merveilleux. Il y a toute une gang autour d'eux qui vont juste les aider, plus les anciens aussi qui vont donner plein de trucs, qui vont les supporter, qui vont les faire progresser. Puis c'est juste une super belle expérience, là, genre de vie de camp, mais aussi de vie, parce que ça t'apporte beaucoup de choses. Puis c'est juste magique. Si vous avez besoin d'un bon répit, n'hésitez pas à penser à Cité Joie pour offrir de belles vacances à vos enfants. Et si vous avez envie de soutenir une belle fondation comme celle-ci, rendez-vous sur le site Internet pour voir quelles activités vous pouvez vous offrir entre amis et en famille. Merci d'avoir été à l'écoute de Vue d'ici encore une fois cette semaine. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet, le www.ccap.tv ou encore sur notre page Facebook pour regarder l'émission à nouveau. Vous pouvez aussi utiliser la plateforme CCAP Go pour voir toutes les émissions de la chaîne. On se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.